Bonjour, alors comme promis, la suite de la présentation des fascicules et des pièces pour la construction de l'énorme Faucon Millenium de Altaïa. C'est une réédition, hein, je le répète, mais c'est important quand même de le préciser. Et je le précise surtout parce que là, ce que vous voyez là, c'est le numéro 5 de la précédente collection, voilà, qui était en plus déjà nettement moins cher, mais enfin bon, cela dit, avec une réédition 7 ou 8 ans après, je ne sais plus, c'est normal, mais notez que ici, c'était quand même à 10,99 €, ce qui était déjà assez cher, alors que maintenant, chaque numéro est quand même à 11,99 €. Si vous multipliez ça par son numéro, ça vous fait quand même presque 100 € de plus, puisque les premiers numéros ne sont pas à 11,99 €, mais moins cher pour le premier. Il était à 50 centimes. Pour voir ce que ça donne, je vous propose de voir la vidéo du numéro 1 que j'ai déjà fait sur le lien qui est ici. Et donc il était à 50 centimes, vous pouvez peut-être même encore le trouver en kiosque là en ce moment si vous voulez, alors que si je me rappelle bien, il était à 1,50 € donc pour la collection de 2015. Donc là, ce que vous voyez en plus, c'est vraiment la vieille collection. Je l'avais acheté pour faire uniquement la cabine, et vous noterez que la grosse différence avec l'édition de l'époque et l'édition de maintenant, je vais vous la montrer, c'est que Star Wars est ici en blanc, alors que là Star Wars est en orange. Voilà, et sinon même il y avait des petites différences. J'ai déjà montré ce que ça donnait, les différences dans le numéro 1, 2 et 3 que je vous ai présenté aussi, mais il y a des différences de présentation également, et les pièces par contre sont rigoureusement identiques, donc on verra ça tout à l'heure. Mais tout d'abord, voyons les pièces. Alors, de bien belles pièces, de bien grosses pièces pour ce couloir qui mène au cockpit du Faucon. Il peut même être encore plus détaillé que ça, mais moi je trouve quand même qu'il est déjà pas mal, outre donc la taille qui est fort appréciable. Vous voyez que bon, là il n'y a pas à s'amuser à rajouter toutes ces petites pièces, comme ça peut l'être par exemple sur les maquettes de Fine Molds ou de Bandai. C'est juste dommage aussi que la grille qui est ici soit pas avec des pièces différentes, mais bon, est-ce que ça fait justement une grande différence? J'en suis pas sûr, je teste ça avec vous. Ici je note d'ailleurs que le plastique n'est pas aussi dur que je pensais. Vous voyez un petit peu ce que ça donne là, mais voilà, le problème c'est ça, c'est la jonction entre ces deux pièces là. Et beaucoup préfèrent couper tout ça et mettre de la photo découpe pour ajouter encore en détail. Si je suis d'accord pour effacer cette horreur là, on dirait un pustule sur la coque du Faucon, ça ressemble à rien. En plus ils ont juste mis ça en noir alors que le reste aurait mérité d'être peint aussi. Ça c'est vraiment très très moche, ça c'est à refaire totalement. Mais pour le reste ça va. Franchement c'est pas dégueu. Et on a là aussi les consoles latérales du cockpit, et là aussi ça mériterait d'être un peu retravaillé pour les salir un petit peu, pour faire les boutons, des choses comme ça. Faut se renseigner, voir ce qui était proposé dans le film. Il n'y a que 2 vis ici et là. Qu'est-ce que c'est? On se dit, mon Dieu, un élément électronique. Et bon, vous le voyez, vous le devinez. Il s'agit tout simplement de petites LED qui permettront de éclairer, voilà, d'éclairer à l'arrière de la cabine. Et on verra ça, un de ces 4, promis. Quand je vous aurai présenté un certain nombre de numéros, je reprendrai tout ça et je ferai en sorte de monter au moins la cabine pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà pour les pièces, voyons le fascicule. Alors le fascicule, donc comme je vous l'ai dit, quand même quelques différences avec la précédente édition. Par exemple, il n'y avait pas cette image là, et on nous indique qu'il y aura là la Corporation Technique Corélienne, voilà, et donc numéro à 11,99 €.
Normalement, c'est supposé être le résultat du modèle monté et peint, avec soin hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même assez joli. Mais je pense pas que ce soit les photos du vrai modèle de tournage de ILM. Logiquement, l'intérieur de la cabine n'était pas aussi précis, donc ça donne quand même un petit aperçu de ce que ça peut donner, mais soyez donc conscient de cela, c'est pas avec les pièces que vous recevez pour ces numéros que vous arriverez à avoir ce résultat là tel quel. Il vous faudra retravailler les pièces, les peindre, etc. D'ailleurs, une fois que j'aurai monté la cabine, je pense que je ferai en sorte de montrer comment l'améliorer sensiblement avec de la peinture, mais on verra ça plus tard. En attendant, là, donc oui, en plus montrer quand même que ça date de 2023 parce que ça vient de sortir là, et vous avez ici donc les concepteurs du Faucon Millenium, la corporation technique corélienne. C'est affreux ça. La CTC, célèbre pour avoir conçu le Faucon Millenium et le forceur de blocus de Princesse Leia Organa. C'est le plus ancien constructeur de vaisseaux de la République, mais aussi le plus prolifique. Et effectivement, là, on voit un autre vaisseau qui peut rappeler le Faucon sur pas mal de points, et que j'aime beaucoup, qui est un design qui a été développé pour une histoire qui n'a pas été développée en film, mais qui a été développée en jeu vidéo, qui a été développée en roman, qui a été développée en BD. Et il s'agit donc du YT 2400. Et c'est ici l'Outrider qui est piloté par Dash Rendar, donc ce personnage donc de cette histoire à part qui est Shadow of the Empire, l'ombre ou les ombres de l'Empire, je ne sais pas comment ils ont appelé ça en français, qui date de 96. Hein. Voilà, pour les amateurs de jeux vidéo, je pense que vous connaissez certainement ce jeu qui, je crois, était sur Nintendo. Voilà, mais il y avait aussi les jouets, il y avait forcément les vaisseaux, c'était parmi les premiers jouets aussi de Hasbro, donc voilà. Mais donc l'Outrider est aussi un très beau vaisseau corélien, presque de la même famille que le YT 1300. Et qu'on n'a pas eu malheureusement en film, mais qui sait. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Des vaisseaux de contrebande, comme s'ils faisaient que ça, le cargo léger YT 1300, la corvette CR90, on en a vu d'autres versions à la fois donc dans la prélogie et même dans Star Wars Rebels, et surtout dans Rogue One. Donc ça, il faut savoir qu'en fait c'était au départ c'était le Faucon. Voilà, c'était le Faucon, mais on a dit à George Lucas que ça rappelait beaucoup trop, soi-disant, l'Aigle de Cosmos 99, ce qui est franchement pas évident à voir. Mais reste qu'à la dernière minute, il a été décidé de changer le vaisseau qui était déjà prêt en maquette de tournage et de faire ce qu'on appelle donc le Faucon Millenium, avec cette forme quand même presque de soucoupe volante avec une cabine sur le côté. Donc c'est amusant, et du coup ça explique pourquoi le Blockade Runner de la princesse Leia est aussi détaillé au début du premier film de 77, alors qu'on le voit finalement assez peu. Les guerres mandaloriennes, les bonnes Hawks, précurseurs du Faucon. Alors ça aussi, je crois que je l'ai vu dans Star Wars Rebels, mais voilà. Donc sinon là, il y a le Wildcard, là aussi pareil. Il me semble que c'est donc dans ce qu'on pourrait appeler l'univers étendu. Maintenant, ils appellent ça autrement. Mais il n'est pas très beau d'ailleurs. Hein. La modularité du YT 1300. Alors ça, c'est intéressant. Puis j'adore ce dessin. Il est vraiment très très beau. Là, on voit d'ailleurs une très belle image du Faucon qui avait été fait taille réelle dans la base de Hoth dans le film L'Empire contre-attaque, où là, par contre, la cabine avait été détaillée, parce qu'on la voit parfois de près. Voilà, mais donc ils disent qu'il y a des configurations personnalisées, les différents moteurs, etc. Donc là, on voit ce qu'il en est. C'est pas forcément les moteurs qu'on connaît du vaisseau de Han Solo. Ici, par exemple, la cabine est au milieu. Là, c'est complet comme l'était la configuration faite par Lando Calrissian. Là, il y a encore des moteurs différents. La cabine est de l'autre côté. Enfin, voilà, c'est tous ces éléments-là qui permettent de faire tout ça. Et c'est les variantes officielles. Voilà. Donc les compartiments de contrebande, les soutes, les modules de passagers.
un problème de taille. Alors ça c'est intéressant parce que il y a écrit en coulisses, c'est très très intéressant cette partie-là, puisqu'en fait il révèle que le modèle de tournage est forcément plus petit que la taille réelle. Et donc du coup il n'était pas nécessairement possible de vraiment rentrer dedans, il fallait vraiment se baisser pour passer donc la passerelle d'accès, et c'était encore plus vrai pour bien évidemment Peter Mayhew qui jouait Chewbacca, mais voilà, donc il y a des choses très intéressantes qui sont dites ici, ce qu'ils le disent par rapport au décor de l'intérieur du Faucon qui est pas dedans, donc ils disent donc même le Faucon taille réelle qui était construit pour l'Empire contre-attaque ne faisait que 75 à 80% de la taille d'un Faucon reproduit à l'échelle à partir d'une maquette ILM. Voilà, pendant des années après la réalisation des films, la taille officielle du Faucon était de 26,7 mètres. C'est une mesure qui fut retenue pour dessiner l'intérieur du vaisseau dans Star Wars 2 Sourcebook de West End Games 1987, inspiré des dessins de tournage et agrémenté d'une certaine dose d'imagination. Le dessin fut érigé en référence pour la plupart des cargos YT 1300. Avec le temps, il devint évident que ces plans ne tenaient pas la route. Quand un nouveau schéma fut dévoilé, les invraisemblances s'étalèrent au grand jour. Les illustrateurs Chris Reif et Chris Trevas utilisèrent un dessin réalisé en 1976 par le directeur artistique des effets visuels de Joe Johnston et le comparèrent avec les dimensions des chasseurs X et Y-Wing, et ils obtinrent 110 pieds, soit 33,5 mètres. Il y a quand même 5 mètres de différence, quoi. Après avoir établi des plans plus détaillés, la taille exacte s'avérera être de 113,8 pieds, mais ils l'arrondirent à 114, soit 34,74 mètres. Pour éviter que l'on assimile ce chiffre à une référence codée au film de George Lucas, THX 1138, ce qui aurait pu laisser croire que les dimensions n'étaient pas sérieuses. D'autres dimensions furent ensuite utilisées, mais la taille désormais retenue est celle de 34,37 mètres. Et pour expliquer cette confusion, on affirme que la CTC fit une erreur, bon ça on s'en fiche. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant parce que ça explique notamment ce que je vous ai montré, les différences de taille et de proportion entre les maquettes Revell, les maquettes AMT-ERTL, les maquettes Fine Molds. J'ai pas pu comparer avec la maquette de Bandai en Perfect Grade pour des raisons évidentes de budget, mais aucune de ces maquettes n'est à la même taille alors que c'est supposé être la même échelle ou 1,72. Donc ça explique tout. Ça explique absolument tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, ils ont quand même mis le fameux bouquin de West End Games. Je crois pas qu'il l'ait précisé, mais en fait, c'est un sourcebook qui est fait pour le jeu de rôle. Voilà, donc, vous voyez, rien que ces deux colonnes-là, c'est très très riche en informations. C'est très très riche en informations. Les pièces suivantes, donc, où assembler les pièces, panneaux de rétroéclairage, coque extérieure, instruments. Et donc il montre que tout ça, ça doit être mis derrière. Ça c'est quelque chose qui a déjà été monté si on suit les instructions des précédents numéros. On le place avec apparemment une seule vis, que je trouve assez étonnant. C'est pour ça qu'il n'y en a que deux en fait, il n'y en a qu'une qui est utilisée. Assemblage des instruments du cockpit, donc avec les panneaux latéraux. Et assemblage du couloir de transit. Et écoutez, j'espère qu'il porte mal son nom, que ça ne facilitera pas quoi que ce soit. Mais assemblage du couloir de transit avec donc ce machin là à mettre à l'intérieur avant de tout bloquer. Et en coulisses, encore une fois, l'éclairage du film, la découverte des LED de forte intensité a transformé l'éclairage moderne, mais ce type de technologie n'existait pas à l'époque de la trilogie originale. Et oui, il faut savoir que l'éclairage de telle maquette était compliqué parce que du coup, si on laissait la source de lumière avec des ampoules à incandescence allumées trop longtemps, forcément, il allait y avoir des dégâts, il allait y avoir des incendies ou quoi que ce soit. Beaucoup de maquettes d'ILM étaient fabriquées avec la méthode de la fibre optique. Et donc la source de lumière était parfois même extérieure à la maquette, et si c'était pas le cas, de toute façon il fallait mettre en plus du souci de l'éclairage de la maquette elle-même. Si elle était éclairée par l'extérieur avec de forts projecteurs, il y avait de quoi ventiler et faire en sorte que le lieu de tournage soit non pas chaud mais froid.
Donc qu'est-ce qu'ils disent du coup? Les premières LED apparurent en 1962 mais n'émettaient qu'une lumière rouge de faible intensité. Elles étaient souvent utilisées comme témoins lumineux des appareils électriques et dans des afficheurs 7 segments. J'ai connu ça sur des calculatrices. Les premières LED à spectre visible et de faible intensité furent introduites dans les années 80. Le tournage exigeant des lumières vives, les maquettes de Star Wars durent utiliser la technologie de l'époque néon, lampe à incandescence classique et lampe halogène. Halogène, imaginez quand même la chaleur que ça produit. Pour créer l'intensité lumineuse des moteurs du forceur de blocus Rebelle et du Faucon, l'équipe eut recours aux halogènes et à des plaques d'aluminium pour protéger les composants plastiques des hautes températures. C'est ce que je vous disais. Recréer des milliers de lumières sur l'immense destroyer stellaire s'avère encore plus complexe. L'halogène fut de nouveau utilisé, cette fois logé dans un bouclier en aluminium équipé d'un système de refroidissement alimenté par de l'air comprimé. Voilà, c'est pour ça que le Star Destroyer dans la Gare Étoile, donc un nouvel espoir, entre guillemets, on le voit assez peu. Des quantités de fibres optiques amenaient ensuite les ampoules dans les orifices de la coque. Alors là, ils ont dit n'importe quoi. Les fibres optiques, en fait, c'est une fibre qui va transmettre la lumière qui part d'un point A et qui finit sur un point B, le point B étant là où c'est supposé s'éclairer ici, et c'est certainement pas les ampoules qui arrivent dans les orifices de la coque, c'est n'importe quoi. Un jour, l'une des équipes de tournage oublia d'enclencher le système de refroidissement. La chaleur fit fondre les câbles, qui furent heureusement réparés par le maquettiste d'ILM, Paul Huston. Ils en ont parlé dans le dernier documentaire qui est passé sur la plateforme Disney+, que je vous recommande fortement. C'est très très intéressant. Et effectivement, il avait tout réparé avec une rapidité incroyable. Donc voilà, encore une fois, très peu de texte, mais très très riche en informations. Donc un numéro 5 qui m'est précieux. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro 5 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 6.